Bienvenue sur Fiction urbaine. Ces histoires sont des fictions. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait une coïncidence. Mais la vraisemblance, elle, est volontaire. Notre histoire commence sur une conduite de nuit sur une autoroute. Il est un peu plus de 23 heures. Le ciel est bas. La route est propre, monotone, presque hypnotique. Les lignes blanches défilent comme un métronome. Le conducteur roule depuis longtemps. Il lui reste une bonne centaine de kilomètres, et il le sait, ce moment précis où l'attention décroche arrive toujours sans prévenir. Alors il a son rituel, la radio. Une station d'autoroute qu'il aime bien, parce qu'elle passe de la musique latine. Du merengue entre autres. Des rythmes rapides, des cuivres, une chaleur qui tient éveillé quand tout le reste veut vous endormir. Il tapote le volant, il se redresse, il garde les yeux fixés sur la voix et il se laisse porter par la cadence. Entre deux morceaux, l'émission de nuit démarre. Une animatrice souriante, une ligne ouverte, des auditeurs qui appellent, des dédicaces, des petits témoignages, des blagues faciles. Un routier qui salue sa famille, un étudiant qui rentre tard ou encore une femme qui demande une chanson pour son compagnon. Le conducteur écoute distraitement. Ça lui donne l'impression de ne pas être seul. Des voix humaines, quelque part, qui l'accompagnent dans la même nuit. La musique repart. Il accélère un peu. La route est vide, juste quelques phares loin devant, et parfois un camion qui laisse derrière lui une odeur de pot d'échappement et une traînée d'air chaud. Et puis, ça arrive. Un choc discret. Un bruit sec sous le plancher. Pas une collision. Plutôt comme un objet qu'on écrase à grande vitesse. Le volant ne bouge presque pas. La voiture ne dévie pas. Rien ne saute sur le capot. Mais juste après, il entend un son comme un cri strident. Très bref qui se coupe net. Ça dure à peine une seconde, puis plus rien. Juste la nuit et le souffle des pneus sur le goudron froid. Il fronce les sourcils. Il jette un regard au rétro, par réflexe, mais il n'y a rien. Juste l'obscurité derrière et les reflets de ses propres feux. Un oiseau, un petit gibier, une charogne encore là, pense-t-il. Quelque chose de léger en tout cas. Pas assez gros pour secouer la voiture, pas assez lourd pour laisser une trace évidente. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de comprendre, et la route n'attend pas. Il lui reste encore pas mal de kilomètres à faire. Il monte un peu le son, comme pour effacer l'idée. Le merengue remplit l'habitacle. La nuit redevient simple. Sa vitesse augmente de nouveau. Et puis au bout de quelques minutes, la musique coupe. Brusquement. Sans fondu. Sans transition. Un flash spécial. Comme ceux qu'il passe souvent pour annoncer des travaux, un bouchon, un accident plus loin. Le conducteur soupire déjà, prêt à entendre une histoire de ralentissement. Mais cette fois, la voix à la radio n'a pas le même ton. L'animatrice parle plus bas, plus vite, comme si quelqu'un lui soufflait quelque chose en direct. Puis un souffle parasite envahit l'antenne. Et une autre voix arrive. Une femme. Sa voix est rauque, faible, cassée. Elle semble chercher son air, comme si chaque mot lui coûtait. On entend un bruit de fond, un frottement, peut-être la pluie sur une carrosserie, peut-être rien du tout. Elle parle, et tout de suite, on comprend qu'elle ne devait pas appeler cette émission. Elle dit qu'elle ne peut pas composer un autre numéro, qu'elle a cliqué sur le bouton de rappel, elle avait appelé tantôt pour demander une dédicace, et qu'elle est retombée sur eux. Elle s'excuse, mais elle ne peut faire autrement. Elle appelle à l'aide. Elle dit qu'elle vient d'avoir un accident, un grave accident, et qu'en plus, quelqu'un vient de lui rouler sur la jambe. Elle souffle, gémit, et essaye de rester claire. On entend qu'elle souffre. Elle donne le nom de l'autoroute, une direction, un repère. C'est là que notre conducteur sent une sueur froide lui glisser dans le dos. Parce que c'est la même autoroute. La même. Cette nuit. Dans la même direction. Il baisse un peu le son, comme si ça pouvait l'aider à réfléchir. Puis il le remonte aussitôt, parce qu'il veut comprendre chaque mot. Son cœur bat plus fort, sans raison logique, juste parce que son cerveau vient de faire un lien que ses mains refusent d'accepter. La femme décrit un peu plus sa situation. Étendue au sol, elle semble perdre beaucoup de sang,
Elle voit les phares passer. Elle essaie de bouger les jambes, mais que ça ne répond plus bien. Elle répète l'endroit. Encore. La répétition était pour elle la seule chose qui la maintenait consciente. Notre conducteur serre le volant. Était-ce vraiment elle? Était-ce ça, ce choc tout à l'heure? Oui, il se le demandait clairement maintenant. Est-ce qu'il avait roulé sur cette femme sans le savoir? Il regarde la route devant, mais tout lui paraît suspect. Chaque ombre, chaque reflet, chaque panneau, chaque tache sombre sur la voie. Il voudrait ralentir, mais il a peur de le faire. S'arrêter, mais sur l'autoroute la nuit, c'est une fausse bonne idée. Il voudrait se convaincre que c'est impossible, mais la voix de la victime continue, et plus elle parle, plus son estomac se noue. Il se rappelle du cri, de ce bruit sous la voiture. À 7 kilomètres, il y a une aire de repos. Il le sait parce qu'un panneau vient de l'annoncer. 7 kilomètres avant de pouvoir sortir, se garer, respirer, vérifier, voir s'il y a du sang, une trace, un impact, n'importe quoi. Il faut qu'il sache. 7 kilomètres. Et à ce moment précis, une pluie tombe. D'abord quelques gouttes, puis plus, un vrai orage, soudain, lourd, comme si le ciel de la nuit venait d'ouvrir un robinet à fond. Les essuie-glaces se mettent à battre de plus en plus vite. Le bruit remplit la voiture, coupe la radio, mélange les mots. Le conducteur ralentit malgré lui. La route devient brillante. Les marquages se dédoublent dans l'eau. Les éclairs se reflètent partout. Il monte le volume, mais la femme à la radio devient difficile à suivre. Sa voix se perd dans les parasites, les essuie-glaces, les émotions, sa montée d'adrénaline. Il entend seulement des bouts de mots. Qu'elle est seule, qu'elle a froid, qu'elle n'arrive plus à sentir ses jambes. Elle entend des voitures qui vont et viennent. Elle a peur. Le conducteur fixe l'aiguille des kilomètres comme si c'était une corde de survie. 6. Ses mains sont moites, son souffle est court. Il n'a jamais eu aussi chaud et aussi froid en même temps. Dans la radio, l'animatrice répète qu'ils ont appelé les secours, qu'ils essaient de la localiser, qu'il faut qu'elle tienne. 5 kilomètres. La pluie redouble, l'orage gronde. Notre conducteur cligne des yeux. Il sent que sa nuque se raidit. L'aire de repos se rapproche, mais il n'a plus envie d'y arriver. Parce qu'au fond, il sait. Quand il arrivera, il descendra, pour regarder l'avant de sa voiture et ne pourra plus revenir en arrière. 2 kilomètres. Le panneau de l'air revient dans le halo des phares, comme une promesse, et en même temps, comme une condamnation. Le conducteur garde les mains bien placées sur le volant, comme si la précision pouvait rattraper ce qui lui échappe. La radio grésille. La voix de l'animatrice se veut rassurante mais professionnelle, mais on entend qu'elle tremble, elle aussi. Elle essaie de poser des questions simples et utiles. Où êtes-vous exactement? Est-ce que vous voyez un panneau? Est-ce que vous voyez des gyrophares? La femme répond par fragments. Le souffle court, la voix basse. Et parfois, un craquement, comme si elle bougeait sur le bitume. Puis elle dit cette phrase qui fait remonter la tension dans le dos du conducteur. Il déglutit. Son corps transpire. 1 kilomètre. La pluie martèle de plus belle le pare-brise. Les essuie-glaces claquent, vite, très vite, comme une panique mécanique. Le bruit couvre davantage une partie des mots. Le conducteur monte encore le volume, et la radio devient presque agressive. La femme reprend. Un détail, un seul. La pluie arrive sur moi. Dans la tête du conducteur, ça se bouscule. Lui roule sous la pluie depuis plusieurs kilomètres, et si cette pluie arrive sur elle maintenant, cela voudrait dire qu'elle était plus loin derrière, et que le nuage la rattrape. Ça voudrait dire aussi qu'elle est plus proche qu'il ne croit. La radio grésille. L'animatrice demande si la pluie tombait avant, si elle est sûre, si elle entend des éclairs, si elle voit des lumières, n'importe quoi pour fixer un repère. La femme hésite. Elle ne répond pas à la question mais dit que son téléphone est mouillé, que la batterie descend vite, très vite. Le conducteur regarde son propre téléphone. Le réseau est instable. 1 barre, 2 barres.
Rien. Puis une barre, comme si la nuit jouait avec lui. Il se demande si c'est la pluie qui brouille tout, ou son imagination, ou sa culpabilité. Il sait juste qu'il n'a jamais eu autant peur d'un détail aussi banal que la météo. 0 km. Sortie R19. Il met son clignotant, quitte la voie. Le bruit change d'un coup, comme si la voiture roulait sur du gravier. Il ralentit, puis accélère. Il ralentit encore, incapable de trouver une vitesse normale. Il a l'impression, soudain, que chaque voiture autour de lui l'attendait et qu'elles savent, qu'elles le regardent. Il se gare enfin, sous une lumière qui fait ressortir la pluie comme des aiguilles. Il coupe le moteur. Le silence tombe, énorme. Il rallume la radio qui continue de cracher la voix de la victime, maintenant plus faible, plus lointaine. Le conducteur reste assis quelques secondes. Il n'écoute plus les mots, juste la respiration. L'intensité de la pluie diminue, comme un signal. Il ouvre la portière. Le froid et l'eau lui sautent au visage. Il descend, et cette impression revient, immédiate, irrationnelle, que tous les regards sont sur lui. 2 routiers près d'un distributeur, une famille sous l'auvent, un homme seul avec un café. Personne ne le regarde vraiment. Mais lui, il ne voit que ça. Il sort son téléphone, met le flash. Ses doigts tremblent. Il s'accroupit devant la voiture. Il éclaire le pare-choc, les phares, la calandre. Il balaie la lumière lentement, comme un médecin qui ne veut pas annoncer n'importe quoi dans son diagnostic. Rien. Aucune trace. Pas de sang, pas d'éraflure, pas d'enfoncement. Le métal est propre, le plastique intact, juste des gouttes d'eau qui roulent et brillent. Il recommence, plus près. Il colle presque le téléphone à la carrosserie. Il cherche une marque, une fibre, quelque chose. Toujours rien. La pluie a peut-être tout effacé? Cette pensée lui apporte un soulagement immédiat, presque violent. Un soulagement qui ressemble à une bouffée d'air après avoir cru se noyer. Mais ce soulagement a un goût amer, car il ne sait pas ce qui le soulage exactement, qu'il n'ait rien fait ou qu'il n'y ait rien de visible. Il se relève, le cœur encore rapide. Il se surprend à sourire, une demi-seconde, comme quelqu'un qui a échappé à une catastrophe. Puis la radio, dans la voiture, laisse passer une phrase de l'animatrice, plus nette, comme si la ligne revenait. « Madame, restez avec nous, on a une information. » À cette annonce, le conducteur qui s'était jeté dans l'habitacle se fige. Il entend la femme qui ne répond plus du tout comme avant. Il n'y a plus de mots. Juste un souffle. « Les secours arrivent sur place, madame, restez avec nous. » La voix de la femme faiblit, puis elle s'éteint. L'animatrice coupe le son de la victime, et presque aussitôt, comme si rien ne devait contaminer le programme, elle relance la musique de nuit. Le merengue repart. Le conducteur reste là, silencieux, immobile, les cheveux mouillés, les mains moins crispées posées sur le volant. La pluie s'apaise davantage. Elle devient crachin, puis presque rien. Les minutes passent. Les gens autour vivent leur vie. Un père sort un café, un routier étire son dos, une voiture repart, une autre arrive. Personne ne le regarde. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. C'est ça, le plus étrange. Le monde continue, même quand vous êtes à 2 doigts de tomber. Un tapotement sur la vitre le sort de sa rêverie. Un jeune homme est là, sous la pluie fine, capuche sur la tête. Il pointe du doigt la borne de gonflage un peu plus loin. « Excusez-moi, monsieur, vous avez fini avec vos roues ?» Le conducteur tourne la tête et comprend, d'un coup, qu'il s'est arrêté dans la zone de gonflage juste devant. La gêne le traverse comme un coup de courant. Il ouvre un peu la fenêtre, s'excuse, fait un signe, redémarre. Il se décale, avance plus loin. Tout va bien. Le contre-coup de l'adrénaline commence à faire effet. Il repère une place libre qui ne gêne pas cette fois. L'habitacle se remplit d'une chaleur faible. Le seul éclairage vient du tableau de bord.
Dehors, les néons de l'air tremblotent dans le crachin. Il souffle enfin. « Hé, monsieur, attendez !» La voix le saisit comme une sommation. Il freine net. Les roues manquent de crisser sur le mouillé. Il reste figé, comme si on venait de prononcer son nom alors qu'il n'a rien dit à personne. Son cœur s'emballe à nouveau au point de lui faire un peu mal. Le jeune homme le rattrape, essoufflé, et le conducteur baisse sa vitre un peu plus. Le garçon tend la main. « Vous l'aviez sûrement fait tomber en descendant de votre voiture. » Dans sa paume, il y a un bijou. Le conducteur le prend machinalement. Son visage se vide. Il réussit à dire « merci, merci beaucoup » avec une voix enrayée. Le jeune s'éloigne, retourne à sa borne, reprend sa besogne comme si de rien n'était. Le conducteur, lui, reste là, figé comme un cadavre exquis. Moteur allumé, radio basse, éclairage froid du tableau de bord. Il baisse les yeux pour regarder enfin ce qu'il tient. Une chevillère, très abîmée. Des éléments manquants, comme arrachés, d'autres écrasés. Il y a même de petites traces de peau rougie, collées, entremêlées, polies, comme si le métal avait frotté trop fort, trop longtemps et fusionné avec la chair. Il déglutit de dégoût. Sans s'en rendre compte, il monte le volume. L'animatrice a repris l'émission avec une voix plus légère, plus chantante. Elle parle moins vite. Et entre deux phrases, elle lâche le prénom de la victime, presque comme un détail administratif. Carla. Le conducteur rebaisse les yeux sur la chevillère. Un prénom y est gravé sur une petite plaque tordue. Carla. Vous voyez, ici, il ne s'agit pas seulement de l'accident. C'est ce qui vient après. Le moment où vous pouvez choisir d'ouvrir les yeux ou de vous convaincre que vous n'avez rien vu. Ce soir-là, il n'a peut-être pas fui. Il a peut-être juste continué. Et au fond, combien d'entre nous peuvent jurer qu'ils auraient fait autrement si la peur, la pluie et le choc avaient brouillé la frontière entre « je crois » et « je sais ». La chevillère, elle, ne ment pas. Elle rappelle juste une chose. Parfois, on n'est pas jugé sur ce qu'on voulait faire, mais sur ce qu'on a choisi de faire quand personne ne regardait. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cette histoire, et si cette dernière vous a tenu, ne serait-ce que quelques secondes, alors abonnez-vous à Fiction Urbaine et activez la cloche, ou le suivi, selon la plateforme. C'est le meilleur moyen de ne pas rater la suite. Le prochain épisode sort la semaine prochaine. Même ambiance, autre trajet, et un détail encore plus difficile à oublier. Et si vous avez une idée de lieu, une situation vécue, ou simplement une peur urbaine que vous voulez voir devenir une fiction, écrivez-la en commentaire. Je lis tout. Et certaines de vos idées finiront ici, dans une prochaine histoire. À très vite sur Fiction Urbaine.